Après la collision de 2 avions au-dessus de Quiberon, la compagnie propriétaire de Beechcraft qui a percuté un Cessna estime que son pilote n'a pas respecté le règlement. Tour de France, l'équipe néerlandaise TVM suspectée de dopage n'a pas pris le départ ce matin. Rodolfo Massi, le coureur italien de l'équipe Casino mis en examen, c'est une première. Après la révolte des coureurs face aux perquisitions, les policiers font part de leur mécontentement. Invité de ce journal, Bernard Gravet, directeur central de la police judiciaire. Pour le 10e mois consécutif, le chômage a baissé en juin de 0,5% et d'après l'INSEE, la décrue doit se poursuivre jusqu'à la fin de l'année. Les amoureux du piano se retrouvent en Provence à la Roque d'Enterron. Rendez-vous des virtuoses du clavier du monde entier. Madame, Monsieur, bonsoir. Quelques 5 millions de voitures lâchées sur les routes de France pour le week-end le plus chargé de l'année. Ceux qui partent et ceux qui reviennent vont se croiser principalement demain samedi, classé noir, en province et rouge en Île-de-France. Et attention, on vous l'a dit tout à l'heure, pluie et orages sont prévus sur certains axes des vacances. Donc, prudence, les premiers bouchons ont été signalés en début d'après-midi dans la région de Bordeaux et de Biarritz, ainsi que dans la vallée du Rhône que Bison Futé recommandait de ne pas fréquenter entre 10h et 19h. Virginie Fichet, Olivier Jacquelin. Comme les autres, ils sont partis depuis des heures et leur patience mérite une récompense. Ces vacanciers portant grosse fourrure ont quelques exigences tout de même pour supporter le voyage. Malheureusement, on est obligé de tomber entre 120 et 140. Pas au-dessus parce qu'après ils s'inquiètent aussi un peu. On lui donne à boire, on s'arrête assez souvent. On peut le promener souvent. Moralité, les jours de grand départ, la vie de chien c'est plutôt pour les maîtres. La chaleur, les fenêtres ouvertes, on n'a pas de clim, mais non ça va, on n'a pas trop à se plaindre. Je me repose simplement, j'ai pas besoin de sommeil, je dormirai plus tard à l'hôtel. Et au-delà de la chaleur et de la fatigue, le bouchon reste le stress numéro 1 du voyageur. Aujourd'hui, la journée avait plutôt bien commencé. Les premières perturbations sérieuses dans la vallée du Rhône ne sont apparues qu'en fin de matinée et les points noirs sont toujours les mêmes. Pour d'horizon, des conditions de circulation tout de suite pour vous qui voyagez. Il y a pas mal de ralentissements depuis Lyon quand même, surtout après Vienne. Dans l'après-midi, le trafic s'est intensifié. À 17h, l'autoroute A7 atteignait sa limite de saturation, 5200 véhicules par heure. Tout au long du parcours, les automobilistes ont régulièrement rencontré des ralentissements de 5, 7, voire 11 km dans les deux sens. Et la nuit à venir promet d'être longue. On a des trafics de l'ordre de 3000 véhicules heure toute la nuit sur l'autoroute. Alors il faut mettre en garde les usagers qui partent la nuit. Il y a un certain nombre de risques à rouler la nuit, en particulier le baisse de vigilance, la fatigue. Il y a une période très difficile, c'est de 3h à 6h du matin, où il y a des risques d'assoupissement qui deviennent importants. Vigilance donc, une pause toutes les 2 heures est aussi bénéfique aux passagers à 4 pattes qu'à son maître. Nous rejoignons en direct Virginie Fichet qui se trouve entre Lyon et Valence. Alors Virginie, quelle est la situation à l'heure actuelle et surtout quelle sera la situation dans les heures à venir? Eh bien, en fait, ce soir, Bison Futé annonce cette journée rouge jusqu'à 21h, mais sur certains endroits, l'accalmie risque d'être un peu plus tardive et surtout de courte durée. Car demain samedi est classé noir dès 5h du matin et jusqu'à au moins 18h dans la vallée du Rhône. Alors sachez tout de même que les poids lourds ne circuleront pas demain matin entre 8h et midi. Aucune dérogation ne sera accordée. De même, les transports d'enfants seront interdits sur le réseau routier. Si vous êtes un peu plus patient, différez toutefois votre départ à dimanche, voire même à lundi. En résumé, suivez le dicton futé du bison pour ce week-end. Pour éviter les ennuis, laissez passer le samedi. Voilà, ben nous écouterons Bison Futé. Mais si nous le pouvons d'ailleurs. Dans les aéroports, bien sûr, il y avait aussi pléthore de passagers. 750 000 voyageurs doivent transiter dans les aéroports parisiens ce week-end. 6 000 avions ont été affrétés, soit 30% de plus qu'habituellement. Et puis dans les gares, l'atmosphère est également à l'embouteillage avec 2 millions de voyageurs. La SNCF a mis en service 3500 trains, dont 2300 TGV. C'est un record historique. Éric Mézy, Bruno Girondeau. À Chambéry, Montpellier, Nîmes et Avignon. Valise à la main, billets en poche, ils sont tous prêts pour le grand départ. Ils, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Ce sont les 3 millions de voyageurs qui prendront le train ce week-end. Il y a ceux qui partent. c'est un départ de vacances un peu pagailleux, quoi. Oh, parce qu'on attend un peu l'affichage de notre voix et... Voilà, mais c'est pas très grave. Et il y a ceux qui reviennent. C'est la fin de leurs vacances. Nous on repart demain.
Record historique pour la SNCF qui a mobilisé rien que pour Paris 3500 trains, dont 2300 TGV. C'est un jour exceptionnel pour la SNCF, toutes les rames sont sorties et tous les personnels sont mobilisés. Et donc ça impose de travailler vraiment en qualité car il n'y a pas beaucoup de matériel de réserve et par conséquent tout le monde est mobilisé pour que ça se passe bien. La particularité des trains, c'est généralement de partir à l'heure. Le chef de gare a beau être indulgent aujourd'hui, quand c'est fini, c'est fini. Du monde de la cohue, le voyageur est vite perdu. Mais pour l'occasion, la SNCF a mis sur pied l'opération Veste jaune, veste rouge. Ça me fait plaisir quand je vois les gens heureux aussi, de trouver leur chemin. Moi aussi, quelque part, ça me fait plaisir. Dans une gare, on trouve de tout. Des grincheux. Ils me disent qu'il n'y ait plus de place dans le TGV 18h33, j'y monte de toute façon. Il n'y a pas de problème. Et des gens heureux. Alors à la gare de Lyon, un voyageur sans bagages, Laurent Bailly, ça se passe pas si mal que ça finalement. Ça se passe pas si mal que ça, Philippe, et pourtant, bon, 2 millions de personnes, vous l'avez dit, sont attendues dans les gares parisiennes ce week-end. 3 millions de personnes ont choisi le rail ce week-end pour voyager en France. Ça fait quand même beaucoup de monde, et d'ailleurs vous pouvez le voir un peu autour de moi, ça fait beaucoup de monde. Et évidemment, là, cette concentration de personnes est due au fait que ça ne vous a pas échappé. Le 31 juillet et le 1er août cette année tombent un week-end. Ceci explique cela. Et pourtant, c'est vrai, on a la sensation d'une relative fluidité ce soir à la gare de Lyon. Et c'est peut-être dû au fait qu'on l'a vu dans le sujet d'Éric Mézy, la SNCF a mobilisé, a doublé la capacité de ses TGV, a ajouté 5-6 wagons par train corail eh bien, au départ de Paris sur ses destinations les plus demandées, à savoir Nice et Marseille, ici en tout cas. Cela dit que les retardataires ne se fassent aucune illusion. Ce soir, si on est venu à la gare de Lyon sans avoir réservé son billet de train, ben on ne pourra pas monter à bord d'un train. Ce sera encore pire demain d'ailleurs, sauf évidemment si on prend le risque de voyager debout pendant des heures coincé entre une portière et une montagne de valises. Merci Laurent. Au large de Quiberon, après la collision en plein vol de 2 avions hier, 4 nouveaux corps ainsi que les 2 boîtes noires de l'avion de ligne Beechcraft auraient été repérés. L'accident a fait 15 morts lorsque l'appareil a heurté en plein ciel un Cessna. Une enquête en flagrant délit pour homicide involontaire a été ouverte pour déterminer précisément l'origine de la catastrophe. Henri Guesquière, Jean-Louis Quérec. Nous sommes à 8 km au large de Quiberon. Le chasseur de mines La Croix du Sud vient de localiser en milieu d'après-midi la carlingue de l'avion Beechcraft qui s'est abîmé hier. Des plongeurs sont allés vérifier à 15 mètres de fond et ils ont repéré des corps. À la base de secours installée sur l'aérodrome de Quiberon, cette information est confirmée. Des plongeurs ont donc investigué ce bout de carlingue et ont trouvé à l'intérieur plusieurs corps, dont certains qui sont actuellement inaccessibles. Ils sont en train de prospecter sur un peu plus loin, où se trouvent également d'autres débris moins importants. Ce soir, les services de secours savent exactement où repose la carlingue de l'avion Beechcraft et il y a un espoir de retrouver assez rapidement plusieurs corps. Toutefois, personne n'est en mesure d'indiquer précisément le nombre de corps gisant au fond de l'océan et les recherches semblent particulièrement difficiles pour les plongeurs. La visibilité s'est dégradée puisque au fond de l'eau à 15-20 mètres, la visibilité est de 1 mètre en ce moment. Ce qui est très difficile, puisque soit nous sommes exactement sur les morceaux repérés, soit nous n'avons aucune chance de les retrouver. Par ailleurs, le deuxième avion qui s'est écrasé pendant l'accident, un petit Cessna avec une seule personne à bord, n'a pas encore été repéré. Enfin, les responsabilités des pilotes ne sont toujours pas clairement définies. Ce sont certainement les boîtes noires des appareils qui révéleront les circonstances exactes de la catastrophe. Jacques Deveau, vous êtes sur place à Quiberon. Alors, quels sont les derniers éléments de l'enquête et où en sont les recherches maintenant ? Eh bien, en ce qui concerne l'enquête, le procureur de la République, Jean-Michel Frétigny, est depuis le milieu de l'après-midi à bord du chasseur de mines La Croix du Sud. Il est accompagné de 2 enquêteurs et a apporté avec lui des scellés, ce qui laisse à penser que les boîtes noires ont été retrouvées, mais cela ne nous a pas été confirmé ici, au PC. D'autre part, le PDG de la compagnie Proteus a reconnu que son pilote était passé au vol à vue, une procédure, a-t-il précisé, totalement interdite dans sa compagnie. Le PDG se refuse cependant à accabler son pilote. Il estime que l'abandon du plan de vol n'était pas forcément lié au survol du Norway. Reste une question, pourquoi ces 2 appareils ne se sont-ils pas vus en vol? Et là, le mystère demeure.
Oui, justement, la compagnie Proteus, vous l'avez dit, propriétaire du Beechcraft qui a percuté le Cessna, a donc estimé que son pilote avait enfreint le règlement interne en changeant de cap et de procédure. Alors tout cela peut-être pour permettre aux passagers d'admirer le paquebot Norway qui mouillait au large de Quiberon. Explication Romuald Bonan et Jean-François Chevet. L'arrivée du Norway, l'ancien paquebot France au large de Quiberon. Un spectacle suivi du ciel par une quinzaine d'avions d'Aéroclub. Au même moment, un Beechcraft 1900 en provenance de Lyon avec 12 passagers à bord amorce sa descente vers l'aéroport de Lorient. Mais avant d'atterrir, le commandant de bord modifie sa trajectoire pour survoler à son tour la baie de Quiberon et le paquebot. Soudain, à moins de 900 mètres d'altitude, un Cessna parti de Vannes une heure plus tôt pour rejoindre le Norway croise la route du Beechcraft. Le pire se produit sous les yeux d'un photographe survolant lui aussi la zone. Dans la radio, on entend « Attention, crash, crash, crash ». Moi, je réalise pas bien et tout de suite, le pilote m'agrippe et puis il me dit « Regarde devant » et je regarde juste devant moi. Qu'est-ce que je vois? Un avion qui part en vrille à la verticale complètement. C'était le Beechcraft 1900 là, de la compagnie Proteus qui vraiment m'est tombé tout droit, c'est impressionnant. On a continué à tourner et au deuxième passage, il n'y avait plus rien, plus de houblot. Il restait juste des bouts de siège, des morceaux de carlingue, des choses comme ça qui traînaient à côté. Attention, il y a du monde dans le coin, ce sont les dernières paroles de la tour de contrôle à l'avion de ligne. Quelques minutes auparavant, le pilote avait annoncé qu'il passait en vol à vue et plus aux instruments. Une procédure prévue par la réglementation de l'aviation civile est souvent utilisée dans les cockpits, juste avant l'atterrissage. Seulement voilà, l'appareil n'était pas encore en vue de la piste. D'autre part, ce passage en vol visuel est interdit chez Proteus. Il faut savoir pourquoi il a dérouté l'avion, n'est-ce pas? Bon, c'est vrai qu'il y avait le Norway, on peut penser que c'était pour un survol, mais peut-être qu'il y avait d'autres raisons. Ce que je peux dire, c'est que les vols à vue sont interdits dans notre compagnie, c'est clair. Une entorse au règlement qui ne suffit pas à expliquer le drame. Les deux pilotes étaient expérimentés et connaissaient leur devoir de vigilance en cas de vol à vue. Moi, ça me fait de la peine. Le gars qui est mort dans le Cessna, c'est un pote à moi, quoi. Moi, je sais pas comment vous expliquer ça. Je peux rien dire. Je peux rien dire contre le collègue du Proteus, celui que j'ai dit. Manque d'attention ou encore aveuglement par le soleil, les boîtes noires du Beechcraft repérées par 15 mètres de fond apporteront peut-être des éléments de réponse. Nous ouvrons le chapitre du Tour de France peau de chagrin. Ils sont partis 189, ils sont aujourd'hui 96, après l'abandon ce matin de l'équipe néerlandaise TVM, mais nous y reviendrons. Saluons quand même le vainqueur de l'étape du jour, le Suédois Magnus Backstedt, tandis que Marco Pantoni est toujours en jaune. Florent Gautreau, Alain Poirier. Après 3 semaines de course, on trouve encore des courageux ou des inconscients. Dès le premier kilomètre d'une étape qui en compte 242, François Simon est parti comme un boulet et l'étape est lancée. Il sera rattrapé, mais rapidement 13 hommes s'échappent, 13 invités pour se partager le gâteau. Vous imaginez la scène. Même dans la plaine, plus moyen de se reposer. François Simon a attaqué, je l'ai pourri parce que j'ai dit ah non, c'est pas possible. 242 km, les mecs ils attaquent au départ. Et puis j'ai senti que les mecs en avaient un peu marre, que ça pouvait partir. Donc j'y suis allé une fois, 2 fois, 3 fois avec Thierry. Et puis boum, d'un coup on s'est retrouvé devant. Devant, avec une obligation, ne pas regarder derrière et foncer. Un moyen de lâcher le peloton, un moyen aussi d'oublier les dernières journées très éprouvantes pour les nerfs. Les 13 se relaient parfaitement, un train d'enfer qui ravit spectateurs et spectatrices. Les échappés vont compter jusqu'à 17 minutes d'avance. Le peloton ne roule pas et quand il roule, il quitte la route. C'était le jour ou jamais pour s'échapper, un homme l'a compris, Bourguignon, sur ses terres en Bourgogne, qui essaie de partir seul. Une tentative vaine, il est vite repris par le groupe des 13 qui ne musarde pas dans les vignes de Meursault. À 15 km de l'arrivée, 4 hommes s'en vont. Pascal de Ramé est à l'origine de l'échappée décisive. Le Français va même tenter de partir seul, mais il sera repris, lui aussi. Et au sprint, il est battu par le Suédois de l'équipe Gann, Magnus Backstedt. Ils m'ont dit ouais, c'est la dernière étape que tu peux. Alors vas-y, donne-toi à fond. Et puis j'ai ma femme et ma soeur qui m'ont dit vas-y, ça te fera du bien d'attaquer. Ça te fera du bien. Voilà. Une journée qui fait du bien aux coureurs, une journée de plus en jaune pour Pantani qui se voit déjà à Paris. Voilà, nous ne retrouvons pas Marco Pantani, mais Florent Gautreau. Drôle d'ambiance donc pour une fin de Tour de France, non ?
Oui, c'est vrai, on avait même une rumeur qui circulait tout à l'heure concernant l'équipe Deutsche Telekom. On pensait qu'elle quitterait la course et finalement, je rassure les supporters de Jan Ullrich et de Bjarne Riis, l'équipe Deutsche Telekom ira bien jusqu'à Paris. C'était une rumeur, comme il en circule beaucoup depuis quelques jours, une rumeur révélatrice de l'ambiance bizarre effectivement de cette fin de tour. Les coureurs font la course, on l'a vu dans l'étape, mais ils n'ont qu'une envie, c'est d'être déjà à Paris, d'en finir une fois pour toutes avec ce tour 98 ce matin au départ par exemple. Les coureurs et les suiveurs regardaient avec anxiété le profil de cette étape très longue de 242 km et on entendait souvent vivement dimanche, vivement la fin du tour. Pour le public c'est dur parce qu'il ne reste que 96 concurrents alors qu'ils étaient 189 au départ à Dublin. Luc Leblanc, Jalabert, Virenque, les leaders français ne sont plus là, mais il y a aussi une amertume dans le peloton qui n'a pas toujours fait montre de la solidarité nécessaire pendant ces affaires. Et ce matin, une interview de Jan Ullrich au quotidien allemand Bild Zeitung a encore mis le feu aux poudres parce qu'il s'en est pris, l'allemand, à tout le monde. Il s'en est pris à Festina qui est selon lui à l'origine de ces affaires. Il s'en est pris à la police française, à la justice française. Et il a même évoqué en termes très durs l'attitude de Laurent Jalabert et de Luc Leblanc puisque selon lui, je le cite, ils ont décampé avant l'heure. Il les a accusés d'être partis très vite, trop vite. Donc vous l'avez compris, c'est un peloton amputé et un peu divisé. Des suiveurs qui en ont un peu ras-le-bol et qui veulent rentrer à Paris. Mais attention, il reste 2 étapes qu'on pourra d'ailleurs suivre sur France 2. Le contre-la-montre demain et l'arrivée sur les Champs-Élysées à Paris, ce sera dimanche. En principe, les 96 vont prendre le départ demain, donc vont faire le contre-la-montre, j'imagine. Oui, a priori, les 96, sauf évidemment événement médical, car il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des étapes qui se courent et les coureurs peuvent abandonner aussi pour des problèmes médicaux. Mais a priori, les 96 qui ont fini l'étape d'aujourd'hui repartiront demain matin pour un contre-la-montre ici en Saône-et-Loire. Bon, reparlons du Tour et des affaires de dopage. Donc ce matin, l'équipe TVM, au centre d'une enquête sur le dopage, n'était pas sur la ligne de départ. Les 5 coureurs sont entrés chez eux en Hollande. Ils devaient être interrogés par les autorités judiciaires après l'arrivée du Tour. Reste à savoir s'ils seront au rendez-vous du juge Olivier Caroff. Départ discret pour les TVM. Devant leur hôtel ce matin, on effaçait les dernières traces de la présence de cette équipe hollandaise. La deuxième après Festina à s'être retrouvée dans le collimateur de la justice pour une affaire de dopage. Un communiqué a été envoyé aux officiels pour expliquer l'abandon. Un communiqué qui nous a été adressé par l'équipe TVM en nous disant que les coureurs eux-mêmes avaient pris la décision de partir, que mentalement et physiquement, ils ne se considéraient plus capables de rallier Paris dans de bonnes conditions et à partir de là, ils ont préféré renoncer. Il y a 2 jours, les coureurs TVM s'étaient plaints bruyamment des méthodes policières. Le peloton solidaire les avait laissés arriver en tête. Aujourd'hui, à l'aéroport de Zurich, ces mêmes coureurs ne cachaient pas leur soulagement d'être hors de portée de la justice française. Ce qui s'est passé ces derniers jours est invraisemblable. Tout le monde peut être emmené par la police. Nous savions que si nous abandonnions en France, la police nous arrêterait immédiatement. Nous avions prévu de nous arrêter ici et pas en France. On voulait bien continuer la course, mais maintenant qu'on est en zone neutre, c'est plus sûr d'abandonner ici. Convoqués lundi au palais de justice de Reims, les coureurs TVM ont assuré qu'ils seraient au rendez-vous après un week-end de repos en famille. Autre équipe sur le départ, Once. Les Espagnols, eux, avaient abandonné officiellement pour montrer leur colère. On ne peut pas faire 30 000 km par an en mangeant simplement des spaghettis. On prend des choses, mais elles sont légales. Et le problème, c'est que maintenant, tout le monde est suspect. Dernier repas tous ensemble. Le Tour, c'était l'objectif suprême. Désormais, ce sont des étapes judiciaires qui attendent peut-être certains d'entre eux. Et bien justement, Rodolfo Massi, le coureur de l'équipe Casino, soupçonné d'avoir revendu des produits dopants au sein du peloton, a été mis en examen à Lille ce soir, mais il n'a pas été incarcéré. Le médecin de l'équipe espagnole Once, également mis en examen, a été laissé sous liberté, sous contrôle judiciaire. Marianne Mas, Patrick Wurnstorm. C'est le premier coureur mis en examen au cours de la dernière phase judiciaire qui se jouera avant la fin de ce tour. Rodolfo Massi est sorti libre du palais de justice de Lille, mais placé sous contrôle judiciaire. Sa libération, comme vous le dites, elle est tout à fait normale au regard du dossier. Il conteste les éléments qui ont été réunis contre lui par l'accusation. Il les conteste et ces éléments sont contestables. Les éléments, ce sont les corticoïdes trouvés avant-hier dans la chambre du coureur de l'équipe Casino et interdits en France. Les enquêteurs le soupçonnent également d'avoir joué un rôle dans l'approvisionnement de son équipe en produits dopants. Deuxième mise en examen aujourd'hui, Nicolas Terrados, le médecin de l'équipe Once.
Il est libre et il s'en va. Dites-vous en tout cas que jamais il lui a été reproché d'avoir administré le moindre produit dopant que ce soit. Voilà, messieurs. Il n'est pas avéré pour l'instant que le médecin des Once ait effectivement administré des substances dopantes, mais d'après l'instruction, il aurait pu faciliter l'accès des coureurs à ces produits. C'était donc aujourd'hui la dernière page judiciaire avant l'arrivée sur les Champs-Élysées. Mais dès la semaine prochaine, d'autres épisodes suivront. À Lille se trouve Olivier Galzi. Olivier, bonsoir. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Bien, écoutez, 2 mises en examen. Il faut préciser d'abord que ce ne sont pas des mises en examen tout à fait dans les mêmes termes. Nicolas Terrados, le médecin de Oncé, a été mis en examen pour infraction à la loi de 89 sur le dopage, c'est-à-dire en gros usage, emploi et facilitation d'usage de produits dopants. Mais il peut quitter le pays, il peut rentrer chez lui, il doit tout simplement se tenir à l'écart du monde cycliste. Pour Rodolfo Massi, c'est aussi une mise en examen pour infraction à la loi sur le dopage, mais aussi pour importation, offre et cession de substances vénéneuses, ce qui signifie bien qu'il serait au centre d'un trafic de produits dopants dans son équipe. Lui ne peut pas quitter le territoire français. Le juge lui a donné 1 mois pour donner une résidence en France où il pourra être retrouvé. Alors bien sûr, une mise en examen ne signifie pas culpabilité, il y a présomption d'innocence. Aussi, Rodolfo Massi nie tout, cela a été sa défense aujourd'hui, et il a déclaré au juge qu'il tenait sa bonne forme de séjour en altitude au Mexique et uniquement de ses séjours. Merci beaucoup. Alors donc, après la révolte des coureurs à cause des enquêtes sur le dopage, on les a entendus ces jours derniers, ce sont les policiers qui réagissent. Dans un instant, nous entendrons Bernard Gravet, le patron de la police judiciaire, qui donnera son avis sur les critiques émises ces jours derniers par certains protagonistes du Tour. Après que j'ai fait mes déclarations, ils m'ont descendu dans la prison en dessous. J'ai dû me déshabiller complètement. Ils m'ont fouillé tout le corps. Et puis ils m'ont envoyé dans la cellule. Il n'y avait qu'une planche pour dormir, et puis je suis resté là. Je ne savais pas pour combien de temps. La nuit a été longue, interminable. Pendant cette nuit, j'ai entendu les autres crier dans les autres bureaux. J'ai même entendu Richard Virenque crier. Et je crois qu'aucun homme ne peut rester insensible à de telles pressions. On est resté 24 heures en garde à vue. C'est 7-8 heures d'interrogatoire. Ensuite, déshabillé, fouillé dans un trou, dans une cellule, avec une lumière qui vous empêche de dormir. Et ces conditions, aucun coureur dans le peloton jusqu'à présent les a subies et personne n'en s'en est soucié en tout cas. Bonsoir Bernard Gravet, directeur central de la police judiciaire. Alors quand on écoute ces critiques, on se dit que ce sont les policiers qui ont gâché la fête du Tour. Vous êtes d'accord? Vous devinez que non. Et je vous remercie de l'opportunité que vous m'offrez de dire que les policiers du SRPJ de Lille, de Reims, qui ont travaillé sur ces affaires, sont blessés dans leur dignité lorsqu'ils entendent certains propos exagérés, disproportionnés, comme certains que nous venons d'entendre, voire même diffamatoires. Les conditions de la garde à vue, puisque c'est de ça qu'il s'agit, ont été normales. La garde à vue est une mesure de protection de l'individu dans le cadre de la rétention de police. Et donc il était normal qu'un certain nombre de mesures de sécurité soient prises par les policiers qui en ont la charge. Il y a une question, M. Gravet, que le public se pose, c'est pourquoi ne pas avoir entendu la fin du Tour pour faire toutes ces enquêtes? Pourquoi l'avoir fait dans les villes-étapes notamment? La question peut être posée, mais la réponse est évidente. Vous devinez bien que face à des déclarations claires et nettes, le juge d'instruction, les juges d'instruction avaient le souci de verrouiller leur dossier, c'est-à-dire de vérifier tant qu'il était encore possible la présence éventuelle de drogue ou d'autres produits dans les bagages des individus. Et c'est évident que ce n'est pas après le Tour de France qu'on allait les trouver dans les camions qui étaient partis ou repartis à l'étranger. Alors tout est parti des interrogatoires de l'équipe TVN à Albertville. Aucun tact, ont-ils dit en sortant de l'hôtel de police et de l'hôpital. On n'a pas eu le temps de manger, on n'a pas eu le temps de se doucher, de dormir. Donc effectivement, on a l'impression que ce sont quand même des sportifs. Ils avaient fait un gros effort et que, disons, on s'est un peu joué d'eux. Eh bien, pour être bref, je dirais que tout cela est faux. Ils ont pu se doucher, ils ont pu se changer, ils ont eu à manger, ils ont pu
pu se déplacer vers l'hôpital dans leur propre véhicule. Ils ont été, j'allais dire, traités avec certains égards par des policiers qui étaient en nombre pour précisément raccourcir le temps de la rétention. Ils n'ont pas été gardés à vue, contrairement à ce qu'on a dit. Ils ont été simplement accompagnés à l'hôpital pour les prélèvements qu'ils avaient acceptés de bon gré. Alors tout cela me paraît faire beaucoup de bruit pour des choses qui sont beaucoup plus simples, et je crois qu'il est grand temps que, en dehors de la polémique, en dehors de la passion qui anime certains pour des raisons peut-être peu avouables, il est grand temps que l'on retrouve la sérénité et la raison, que la justice puisse continuer à travailler avec ses auxiliaires, les policiers. Mais vous reconnaissez que de temps en temps, il se peut que les policiers n'aient pas toujours le tact nécessaire, non? Ça peut arriver, ça, quand même. C'est évident, personne n'est à l'abri de ce genre de dérapage. Je peux vous garantir que nous avions conscience dans cette affaire d'avoir affaire non pas à des malfaiteurs, mais à des gens qui devaient être précisément ménagés. Nous savons très bien que nous avons affaire à des stars, à des gens qui n'ont pas l'habitude d'avoir affaire à la police, et heureusement, ni à la justice. Nous les avons traités comme tels, croyez-moi. Monsieur Gravé, une petite question que se posent certainement les gens. Est-ce que le toucher rectal est vraiment une méthode indispensable dans ce genre d'enquête, franchement, puisqu'on en a beaucoup parlé? Écoutez, cette mesure s'inscrit dans l'ensemble des modalités et des mesures de sécurité qui sont prises par ceux qui ont la charge de la garde à vue dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est une mesure protectrice de l'intéressé, car il faut savoir que parfois, il y a pendant une garde à vue des accidents. La personne peut perdre les pédales, comme on dit, je ne voudrais pas faire un affreux jeu de mots, et on aurait certainement reproché aux policiers de ne pas avoir pris toutes les mesures de protection de l'intéressé. Je vous remercie beaucoup. Fin du chapitre sur le Tour de France. Nous passons à autre chose. Alain Afflelou a été mis en examen pour recel d'escroquerie par le juge Wisniewski dans le cadre d'une enquête sur des malversations présumées dans une banque de placement italienne. Monsieur Afflelou a été laissé en liberté sous contrôle judiciaire. Alban Mikosi. Alain Afflelou avait été entendu la semaine dernière ici pendant près de 30 heures à Nanterre à la sous-direction des affaires économiques et financières. À l'ordre du jour, ses rapports avec le Fondo Social di Cooperazione Europa, une petite banque de placement italienne soupçonnée d'être à l'origine d'une escroquerie évaluée à 120 millions de francs. Or 20 millions ont été versés en 92 aux Girondins de Bordeaux, dont le président était à l'époque justement Alain Afflelou. À la sortie de la garde à vue, ses avocats étaient pourtant optimiste. Il a toujours eu le souci de s'expliquer très complètement, c'est ce qu'il a fait aujourd'hui, et c'est précisément parce que ces explications ont été estimées convaincantes par les enquêteurs qu'il a été remis en liberté. En début de semaine, au tour des Italiens d'être entendus par le juge Wisniewski, qui a mis Alain Afflelou en examen pour recel d'escroquerie. Pour le 10e mois consécutif, le chômage a reculé au mois de juin de 0,5%. Le nombre des demandeurs d'emploi représente désormais 11,8% de la population active. Et d'après l'INSEE, la baisse va se poursuivre. Françoise David. Le tracé de la courbe l'atteste, depuis juillet 97, le chômage diminue en France. Pour le seul mois de juin 98, on enregistre un recul de 0,5%. 2 965 400 personnes sont à la recherche d'un emploi contre 3 200 000 il y a un an, soit une baisse de 5 points. La croissance repart, la demande intérieure est donc plus forte. Les entreprises se sont mises à produire plus et certaines ont besoin de bras, elles ont embauché. Mais bon nombre d'entre elles ont cependant choisi l'intérim. Les entreprises de travail temporaire se frottent les mains. L'emploi intérimaire a augmenté de près de 40% en un an. Les chefs d'entreprise y trouvent leur compte. J'appelle la personne, j'appelle la boîte d'intérim et je lui dis voilà, il me faut un manutentionnaire cariste, je peux l'avoir, je lui dis dans l'heure qui suit. Alors que si j'embauchais, il faudrait au moins une semaine avant que je recrute la personne. On relève aussi une forte baisse du nombre de faillites et le nombre de licenciements économiques décroît également. L'impact des emplois jeunes est aussi à prendre en compte. 74 000 personnes ont déjà bénéficié de ce nouveau type de contrat de travail parapublic. L'effet 35 heures reste encore modeste. Si à ce jour, 80 entreprises ont signé des accords de réduction du temps de travail, avec embauche à la clé, le nombre d'emplois créés n'excède pas le petit millier. Le Viagra, cette pilule contre l'impuissance, sera vendue en France en octobre, a annoncé ce soir Bernard Kouchner, le secrétaire d'État à la Santé. Ce que l'on ne sait pas, si le Viagra sera remboursé par la Sécurité sociale ou non.
Les cotes de confiance du président de la République et du Premier ministre n'en finissent pas de grimper, d'après le baromètre mensuel Sofres Figaro Magazine. Plus 7 points pour Jacques Chirac à 59% et plus 8 points pour Lionel Jospin à 71%. Pour l'heure, M. Jospin entame 2 semaines de vacances en Grèce, dans une île des Cyclades, alors que le président Chirac se repose sur l'île Maurice. Et puis Thomson Multimédia, numéro 4 mondial de l'électronique grand public, va être partiellement privatisé. 4 grands groupes internationaux vont devenir actionnaires à 30%, dont l'américain Microsoft, patron Bill Gates. Sébastien Vibert. Thomson Multimédia, je le répète, ça vaut un franc symbolique après recapitalisation, parce que dans l'état actuel des choses, ça ne vaut rien. Automne 96. Alain Juppé, Premier ministre, vient malgré lui de condamner son propre projet de céder Thomson Multimédia au Sud-Coréen Daewoo. Aujourd'hui, l'entreprise va mieux, grâce surtout aux 11 milliards d'argent public versés l'an passé par l'État. Le gouvernement Jospin a donc décidé de vendre 30% du capital, 4 parts égales pour le japonais NEC, le français Alcatel et les américains DirecTV et Microsoft. Moi, ce qui m'intéresse en tant que responsable au niveau du gouvernement de la stratégie industrielle, c'est bien de monter des entreprises françaises qui soient capables d'affronter le vent du grand large sur les technologies de demain. La direction de Thomson Multimédia a contacté 35 sociétés, non pas des concurrents comme Daewoo, mais plutôt des partenaires potentiels, pour signer finalement 4 protocoles d'accord industriels. Ils apportent des technologies, ils apportent des matériels, ils apportent des financements, ils apportent des capacités de recherche. C'est ça qui va permettre ce passage du monde de la télé traditionnelle au monde des terminaux multimédia. NEC, géant mondial des composants électroniques. Alcatel, fournisseur d'équipements de télécommunications. DirecTV, pour les programmes de télévision numérique par satellite. Microsoft, numéro 1 mondial des logiciels. 4 alliés pour tenter de faire de Thomson Multimédia le leader d'un des marchés les plus prometteurs du siècle prochain. Le carnet de commandes d'Airbus s'allonge grâce à la compagnie américaine United Airlines qui confirme son intérêt pour 22 appareils supplémentaires qui s'ajoutent aux 111 déjà commandés. Et puis une autre bonne nouvelle, un contrat important également pour la France. Alstom, allié au Canadien Bombardier, va fournir 2 TGV aux États-Unis pour la ligne Washington, New York et Boston. Aux États-Unis, ou plutôt en Algérie, un colis piégé a fait 2 morts et 18 blessés près du marché populaire de la capitale. Au même moment, la mission d'information de l'ONU en Algérie continue son travail sur le terrain. Pour la première fois, un des membres de cette commission, Mme Simone Veil, répond aux questions de nos envoyés spéciaux. Reportage de Mohand Wanjli, commenté par Thierry Tuillier. Vendredi, en Algérie, c'est congé. Et les familles en profitent normalement pour faire leurs courses. Le marché était donc bondé quand la bombe, posée près de ce pylône, a explosé. Le bilan officiel est de 2 morts et de 18 blessés, évacués dans les hôpitaux de la ville. Quelques heures après l'attentat, les habitués du marché de Kouba, un quartier populaire d'Alger, ne comprenaient toujours pas. Nos enfants sont morts, que voulez-vous que je vous dise? Ce sont des pauvres gens qui viennent faire leurs courses, que ceux qui sont dans leur Mercedes noire viennent voir. Ils veulent faire une hécatombe. Voilà, ils veulent faire une hécatombe, des carnages. Ils ne veulent pas tuer une personne seulement. Ils veulent tuer des centaines, des milliers, pour qu'ils soient médiatisés comme vous faites maintenant. Après une accalmie, les attentats ont donc repris à Alger, au moment même où la mission de l'ONU poursuit son travail d'information. Hier, Simone Veil et les 5 autres membres de la délégation onusienne ont pu se rendre dans le village d'Ain Khelil, dans l'ouest du pays. Ain Khelil est un de ces lieux martyrs dévastés par les groupes armés. Pour Simone Veil, qui s'exprime pour la première fois, les motivations des tueurs restent difficiles à comprendre. Très difficile d'analyser les raisons pourquoi on s'attaque à telle famille, à telle ferme, si c'est pour faire un chantage sur eux, si c'est pour les punir de ne pas avoir cédé à un chantage, si c'est pour faire peur à la population. À son retour, la mission doit remettre un rapport très attendu, notamment sur la question des droits de l'homme, un sujet qu'Alger a toujours refusé d'aborder devant la communauté internationale. À Paris, l'UNESCO a été aujourd'hui le théâtre d'une rencontre tout à fait exceptionnelle, celle d'un preneur d'otages iranien avec un ex-otage américain.
19 ans après la prise d'otage de l'ambassade des États-Unis à Téhéran, les deux hommes ont accepté de se parler, une décision personnelle. Jean-Marc Ilouz, Olivier Robert. À gauche, Barry Rosen, l'ex-otage américain à Téhéran, est visiblement tendu, mais il fera quand même le premier geste. À droite, Abbas Abdi, l'Iranien, était l'un des principaux instigateurs de la prise d'otage de 52 diplomates américains. C'était en novembre 1979. Une poignée d'étudiants révolutionnaires venait au nom de l'imam Khomeini d'occuper l'ambassade des États-Unis à Téhéran pour exiger l'extradition du Shah d'Iran, réfugié en Amérique. Pour tenter aujourd'hui de combler le fossé qui sépare depuis 20 ans leurs deux pays, les deux anciens adversaires avaient donc décidé, officiellement sans consulter leurs gouvernements respectifs, de tenter à Paris de mettre fin, je cite, à la démagogie et aux clichés. L'Américain en reconnaissant certains des excès de la politique de son pays, mais en dénonçant les violences faites aux otages et à leurs familles pendant 444 jours. L'Iranien, pour expliquer que son pays avait été, lui, 25 ans l'otage des États-Unis. En 1953, Washington avait organisé un coup d'État et ramené le Shah au pouvoir. Seul le dialogue permettrait aujourd'hui de tourner la page. À l'évidence, c'est la décision la plus difficile que j'ai eu à prendre depuis 20 ans. Mais vous voyez, j'avais vraiment besoin de boucler la boucle de mes 444 jours de détention. L'objectif principal a été atteint, que cet échange ait vraiment pu avoir lieu. Surprenant, mais pas pour qui connaît l'Iran, la morale de l'histoire fut un extrait d'un grand poète iranien Saadi, mais c'est l'Américain qui sut le dire en persan. Parlons musique, c'est un festival à part que celui de la Roque d'Enterron entre Aix et Avignon, un rendez-vous consacré exclusivement au piano qui rassemble depuis 17 ans des milliers de fidèles et les plus grands interprètes viennent dans ce petit village de Provence donner un récital au milieu des platanes. Louis Carzou et Franz Vaillant. À l'heure des grandes transhumances d'été, les pianos et leurs suites fidèles prennent depuis 17 ans la route d'un village de Provence. La Roque d'Enterron, où Platanes et Mistral semblent réunis pour applaudir l'élite internationale du clavier. Ainsi, la soliste Brigitte Angerer ne manquerait pour rien au monde ce festival unique, unique comme un amour de vacances. C'est vrai qu'il y a un public tout à fait spécial, un public qui aime beaucoup le piano et un public qui vient avec joie, avec bonheur, qui vient rechercher une émotion positive et qui ne vient pas là pour vous juger ou pour simplement parce qu'ils ont un abonnement à une série de concerts. On sent qu'ils ont fait des kilomètres pour venir vous écouter et qu'ils sont déjà heureux d'être là. Même si c'est sa 10e participation à la Roque d'Enterron, Brigitte Angerer prépare son récital comme un concert capital. Car pour cette pianiste habituée aux ors des grandes salles, la musique classique et ses interprètes doivent beaucoup à ces festivals. Oui, je pense qu'ils ont un petit peu démystifié le côté sacré comme ça de la musique classique qui fait qu'il y a plusieurs années, les gens avaient un petit peu peur d'aller au concert. Ils avaient l'impression que c'était des lieux très fermés et qui étaient réservés à une élite connaissant parfaitement le langage de la musique classique, alors que c'est pas le langage des émotions, il est le même pour tout le monde. Sans rien céder sur le style du répertoire ou la qualité sonore, ce festival réussit pendant 2 mois, entre parties de pétanque et feux d'artifice, à fidéliser un large public autour du piano. Et le soir du concert de Brigitte Angerer, même les grillons de la Roque d'Enterron saluaient cette présence par leur silence. Avant de clore ce journal, je vous en rappelle les principaux titres. Tour de France, l'équipe néerlandaise TVM suspectée de dopage n'a pas pris le départ ce matin et Rodolfo Massi, le coureur italien de l'équipe Casino, mis en examen, c'est une première.
Et puis, après la collision de 2 avions au-dessus de Quiberon, la compagnie propriétaire du Beechcraft qui a percuté un Cessna estime que son pilote n'a pas respecté le règlement interne. Voilà, dans un instant, la météo avec Nathalie Riouet, un week-end relativement médiocre, et puis le point route avec Valérie Maurice, indispensable aujourd'hui, bien évidemment. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée sur France 2, et je vous retrouve demain pour le journal de 20h. Bienvenue dans